Un mois après le mariage de ma fille, la photographe m'a appelé et m'a chuchoté, « Monsieur, j'ai remarqué quelque chose de terrible sur les photos. Venez immédiatement seul et ne dites rien à votre fille. » Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous dire d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Le téléphone a sonné juste au moment où je posais mon café. Mardi matin, la maison était calme. Le rapport financier était étalé sur mon bureau. Le genre de moment paisible que j'avais bien mérité après 40 ans passés à bâtir la quincaillerie Laurent. 3 grands magasins à travers l'agglomération de Lyon. De bonnes affaires, une belle vie. J'ai failli ne pas répondre à ce numéro inconnu. Monsieur Laurent. La voix de la femme tremblait. C'est Camille Thibault. J'ai photographié le mariage de Juliette le mois dernier. Je dois vous voir immédiatement, seul. S'il vous plaît, ne le dites pas à votre fille. Ma main s'est crispée sur le combiné. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas vous l'expliquer au téléphone, mais j'ai trouvé quelque chose sur les photographies. Quelque chose de très grave. L'air dans mon bureau a soudainement changé. Il est devenu plus lourd, d'une certaine manière. Quel genre de choses? Demain matin, 9 h, à mon studio en centre-ville. Je vous en prie, monsieur Laurent, venez seul. Avant que je ne puisse répondre, la voix de Chloé a explosé depuis la cuisine. Bastien, je te l'ai déjà dit 3 fois. J'ai besoin de cette voiture. Ma Honda est une honte. Tu avais promis de lui demander aujourd'hui. Le rire de Bastien a résonné depuis le salon, couvert par le bruit d'une émission de télévision. J'y serai, ai-je dit dans le téléphone, entendant à peine ma propre voix. Camille a poussé un soupir. Merci. Je suis tellement désolé, monsieur Laurent, vraiment. Elle a raccroché. Je suis resté immobile à mon bureau, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, fixant la photographie encadrée sur mon mur. Juliette dans sa robe de mariée, radieuse. Simon à ses côtés dans son smoking. Il y a un mois, j'avais dépensé 60 000 € pour cette journée. Cela valait chaque centime pour voir ma fille aînée heureuse. Quelque chose de très grave sur les photographies. Papa. Chloé est apparue dans l'encadrement de ma porte, son téléphone dans une main, ses clés de voiture dans l'autre. Tu m'as entendu? J'ai besoin d'argent pour une nouvelle voiture. La Honda a 7 ans et c'est humiliant. J'ai regardé ma plus jeune fille, 31 ans, qui vivait dans ma maison depuis 4 ans maintenant. Temporairement, avait-elle dit lorsqu'elle avait emménagé après son divorce. Bastien l'avait suivie 6 mois plus tard. Pas de loyer, pas de date de départ. Nous en parlerons plus tard, ma chérie. Pas plus tard. Je dois aller chez le concessionnaire cette semaine. Mélissa a eu une nouvelle Lexus et je ne peux pas continuer à me pointer dans cette poubelle. Je me suis tourné vers l'écran de mon ordinateur. Les chiffres se brouillaient. Papa, tu m'écoutes? Plus tard. Chloé. Elle a soufflé de frustration et a disparu. Ses pas ont martelé les escaliers. Une porte a claqué. J'ai repris mon café. Froid, désormais. Par la fenêtre de mon bureau, la matinée sur les monts d'Or s'étirait, lumineuse et sans nuages. La chaleur de juillet commençait déjà à monter. Tout avait l'air normal. Mais tout semblait faux. La journée a avancé au ralenti. J'ai essayé de me concentrer sur les rapports d'inventaire, les projections trimestrielles, les plannings de paie. Mon esprit ne cessait de revenir à la voix tremblante de Camille. Le mariage avait été parfait, n'est-ce pas? Juliette rayonnait. Simon avait été attentionné. La cérémonie dans les jardins botaniques, la réception dans ce domaine huppé, tout était élégant, de bon goût, coûteux. Que pouvait-il bien y avoir de mal sur ces photographies? Vers midi, Bastien a erré dans mon bureau sans frapper. Il ne frappait jamais. Il entrait simplement comme si l'endroit lui appartenait. Et, beau papa. Chloé dit que tu fais des manières pour cette histoire de voiture. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. J'ai dit que nous en discuterions plus tard. Ouais, mais elle y tient vraiment. Tu devrais peut-être juste lui donner l'argent, pour acheter la paix. Il s'est adossé à l'encadrement de ma porte, les bras croisés. 38 ans, pas de travail. Il vivait de l'argent de poche de ma fille, ce qui signifiait qu'il vivait à mes crochets.
Bastien, je travaille. Bien sûr, bien sûr. Je dis juste ça comme ça. Femme heureuse, vie heureuse, pas vrai? Il a souri et est parti. Femme heureuse. Il n'avait jamais épousé Chloé. 4 ans ensemble, à vivre dans ma maison, et il ne s'était jamais donné la peine d'officialiser les choses. Mais il avait des opinions sur la façon dont je devais dépenser mon argent. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre. En bas, ma piscine scintillait, inutilisée. La maison d'amis où logeaient Chloé et Bastien se trouvait à l'extrémité de la propriété. Entrée indépendante, cuisine équipée, 2 chambres. Je l'avais fait construire en pensant que mes futurs petits-enfants l'utiliseraient un jour. Pas de petits-enfants, juste Chloé et Bastien. L'après-midi a doucement glissé vers le soir. J'ai fait réchauffer un reste de pâtes et j'ai mangé seul au comptoir de ma cuisine pendant que Bastien occupait mon salon et que Chloé passait un appel vidéo à l'étage, son rire perçant à travers le plafond. À 19h30, on a sonné à ma porte. Juliette se tenait sur le perron, parfaite comme toujours. Veste de tailleur cintré, jean de créateur, ce sourire qu'elle avait hérité de sa mère. Mon aînée, celle qui a réussi, cadre dans le marketing, belle maison. Enfin, bel appartement pour le moment, mariée à Simon Fournier, banquier d'affaires. Salut, papa. Elle m'a embrassé sur la joue et est passée devant moi pour entrer dans la maison. J'étais dans le quartier. Je me suis dit que j'allais passer les Monts d'Or jusqu'à son appartement à Écully, ce n'était pas vraiment dans le quartier, mais je n'ai rien dit. Elle s'est installée sur mon canapé, a croisé les jambes, a regardé le salon comme si elle l'évaluait. Comment vas-tu? Tu as l'air fatigué. Longue journée. Les affaires. Elle a pris une photo encadrée sur ma table d'appoint. Elle est Chloé, enfant. Elle l'a étudiée. L'a reposée légèrement de travers. Simon et moi avons cherché des maisons. Nous avons trouvé un endroit incroyable à Écully. 4 chambres, piscine, vue dégagée. Absolument parfait. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle et j'ai attendu. Le fait est que nous devons agir vite. Le marché est très tendu en ce moment. Nous avons besoin d'aide pour l'apport. Elle a souri chaleureusement. 35 000 €. Tu comprends, n'est-ce pas? Après tout ce que tu as dépensé pour le mariage, c'est juste pour compléter le tableau. Pour nous aider à commencer notre vie ensemble correctement. 35 000 €, demandé comme si elle voulait m'emprunter ma camionnette. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Cette sensation de vide ressentie plus tôt s'est amplifiée. 35 000 €, ai-je répété. Est-ce que c'est un problème? Une légère pointe d'agacement s'est glissée dans sa voix. Si légère que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Papa, nous devons agir vite. Le marché est concurrentiel. Je pensais que tu voudrais nous aider à démarrer notre vie ensemble correctement. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Les vêtements de créateur, les ongles manucurés, cette chaleur travaillée qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Laisse-moi y réfléchir, ma chérie. Son sourire a vacillé l'espace d'une seconde. Réfléchir, papa? C'est important. Simon et moi. Je dois d'abord vérifier certaines choses. Elle s'est levée brusquement. Bien, mais ne prends pas trop de temps. Nous ne pouvons pas perdre cette maison. Elle a attrapé son sac, m'a embrassé sur la joue, plus froidement cette fois. Je t'aime, papa. Appelle-moi vite. J'ai regardé sa Mercedes s'éloigner, debout sur le pas de ma porte. 35 000 €, présenté comme si j'avais déjà accepté, comme si mon argent était son argent. Le rire de Bastien a résonné depuis le salon, les résumés sportifs à la télévision, sa bouteille de bière perlant sur ma table basse. Je suis rentré à l'intérieur, mais quelque chose avait changé. La maison semblait différente. Ou peut-être que je la voyais clairement pour la première fois. Mon téléphone était sur la table du couloir, là où je l'avais laissé. Le numéro de Camille toujours dans le journal d'appel. Demain matin, à son studio. Quoi qu'elle ait trouvé sur ses photos de mariage, je pressentais que cela expliquerait cette sensation de vide qui s'étendait dans ma poitrine. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé le dernier texto de Juliette. Merci de ta compréhension pour la maison, papa. Je t'aime.
Je n'avais rien accepté, mais elle tenait la chose pour acquise. Il tenait tout cela pour acquis. J'ai quitté la maison avant que Chloé ne se réveille. Je ne voulais pas de questions. Je ne voulais pas que Bastien me demande où j'allais avec ce regard qu'il prenait. Comme si tout ce que je faisais nécessitait son approbation dans ma propre maison. Le trajet jusqu'au centre-ville de Lyon a pris 25 minutes. La circulation du mardi matin, l'autoroute M6, puis les rues de la Presqu'île jusqu'au studio de Camille. Un ancien entrepôt réhabilité dans le quartier des Arts. Son nom sur une plaque en laiton à côté de la porte. Mes mains étaient fermes sur le volant, mais mon esprit ne cessait de rejouer sa voix au téléphone. Quelque chose de très grave. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, je suis resté dans la camionnette un instant. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de ce studio, quoi que Camille ait trouvé, cela expliquerait la demande désinvolte de Juliette pour 35 000 €. Cela expliquerait ce sentiment de vide que je portais depuis le mariage. Je savais que ce serait le cas. Je ne voulais juste pas savoir comment. Le studio sentait le café et l'encre d'imprimante. Des photographies professionnelles tapissaient les murs. Mariage, famille, portrait d'entreprise. Camille m'a accueilli à la porte, plus jeune que dans mes souvenirs du jour du mariage. La quarantaine environ. Les mains nerveuses, les yeux pleins d'excuses. Monsieur Laurent, merci d'être venu. Elle a verrouillé la porte derrière moi. J'ai tout préparé dans la salle de montage. Je l'ai suivi à travers l'espace galerie jusqu'à une pièce plus petite dominée par un grand moniteur et du matériel informatique. Des portfolios de mariage s'empilaient sur les étagères. La fenêtre donnait sur une ruelle. La lumière du matin filtrait à travers la vitre poussiéreuse. Je peux vous offrir un café, de l'eau? Ça ira. Ça n'allait pas. S'il vous plaît, montrez-moi. Elle a hoché la tête et s'est assise devant son ordinateur. Je suis resté debout derrière sa chaise. Monsieur Laurent, j'ai failli ne pas vous appeler. J'ai hésité pendant des jours, mais si j'étais à votre place, je voudrais savoir. S'il vous plaît, comprenez bien que je n'ai pas cherché à trouver ça. Ma gorge s'est nouée. Montrez-moi. Ses doigts ont couru sur le clavier. Le moniteur s'est rempli d'images du mariage de Juliette. La cérémonie. Ma fille marchant dans l'allée. Simon attendant à l'hôtel. Les invités souriant. Tout était beau. Tout était parfait. Ce sont les plans classiques, a dit doucement Camille. Ce que vous avez vu au mariage, ce que tout le monde a vu. Elle a cliqué sur le dossier suivant. 2 heures avant la cérémonie. J'étais arrivé tôt au restaurant, pour tester les expositions, calibrer le matériel. Il y a une terrasse qui surplombe la cour. Un autre clic. Je prenais des photos à travers une fenêtre, pour ajuster les réglages de lumière. L'image est apparue. Mes mains se sont crispées sur le dossier de sa chaise. Simon, mon gendre, dans son smoking qui n'était pas encore bien boutonné, pressé contre une femme aux cheveux roux. Pas ma fille. Il l'embrassait, ses mains dans ses cheveux, les bras de la femme autour de son cou. Ce n'était pas une étreinte amicale. Pas un au revoir à une vieille amie. C'était intime, possessif, familier. Combien de temps avant la cérémonie? Ma voix semblait lointaine. Vous êtes sûr de l'heure? 2 heures avant. Les métadonnées sont ici. Date, heure, coordonnées GPS. Elle a affiché un panneau technique. Des chiffres, un horodatage, des données de localisation. J'étais au restaurant très tôt pour faire des tests à travers la vitre. J'ai capturé ça par accident, mais c'est réel. Et il y a plusieurs clichés. Elle a fait défiler les images. Différents angles. La même scène. Simon et la femme roux s'enlaçaient. Sur l'une des photos, la main de la femme était visible. Sa main gauche pressée contre le torse de Simon. Une alliance. Un anneau en or. Un diamant. La femme. Je me suis penché plus près de l'écran. L'alliance. Vous savez qui elle est? Camille a secoué la tête. Je ne la reconnais pas sur la liste des invités. Je suis tellement désolé, monsieur Laurent. Elle a affiché une autre image. Celle-ci montrait clairement le visage de Simon. Aucune confusion dans son expression, pas le trébuchement d'un homme ivre,
juste de l'assurance, du contrôle. Un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. 2 heures avant d'épouser ma fille. Je me suis redressé lentement. Mes genoux m'ont semblé faibles. La pièce a légèrement tangué puis s'est stabilisée. Pouvez-vous prouver l'heure? Absolument. Prouvez-le. Oui. Camille a ouvert une autre fenêtre, m'a montré des données techniques que je comprenais à peine, des empreintes numériques, des informations de fichiers, des coordonnées GPS correspondant à l'emplacement du domaine, un horodatage précis à la seconde près. Ce sont des preuves de niveau médico-légal, monsieur Laurent. Elle tiendrait la route n'importe où. Elle a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti une petite clé USB. Tout est là. Toutes les photos, toutes les métadonnées, la documentation technique. J'ai fait des copies. Elle me l'a tendu. Je ne sais pas ce que vous ferez de ces informations, mais je pense que vous deviez les avoir. J'ai pris la clé USB, j'ai refermé mon poing dessus. Ne vous excusez pas, ai-je dit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le trajet de retour vers les Monts d'Or s'est passé dans un brouillard. Je serrais fort le volant, je fixais la route, mais mon esprit était complètement ailleurs. Simon Fournier, banquier d'affaires, soigné, éloquent, plein de succès, tout ce que j'avais souhaité pour ma fille. Embrassant une autre femme 2 heures avant leur mariage. Une femme portant une alliance. Pas une erreur, pas une crise de panique de dernière minute. Calculé, délibéré. Pourquoi épouser Juliette, dans ce cas? La question tournait dans mes pensées comme un vautour. Pourquoi aller au bout d'un mariage à 60 000 € avec une femme qu'on trahissait quelques heures avant la cérémonie? Pourquoi prononcer ses vœux? Pourquoi sourire sur ces photos? Quel en était le but? Ma camionnette connaissait le chemin du retour sans que j'y pense. Les rues de ma commune, mon quartier, mon allée. La clé USB reposait dans ma poche, lourde comme une pierre. Je me suis garé dans mon allée juste après 11 heures. La maison était identique à ce qu'elle était à mon départ 2 heures plus tôt. Le même aménagement paysager, la même lumière de sécurité qu'il fallait réparer, la même chose. Mais je n'étais plus le même. J'ai ouvert la porte d'entrée. Bastien était affalé sur mon fauteuil en cuir inclinable, une bière à la main, le son d'un jeu télévisé hurlant. Il n'a pas levé les yeux. Et, le vieux. Prends-moi une autre bière pendant que tu es debout. Depuis l'étage, la voix de Chloé. Papa, c'est toi? Je dois te parler d'argent pour le week-end spa. Je me tenais dans ma propre entrée, la clé USB dans ma poche, et quelque chose à l'intérieur de moi qui pliait depuis des années s'est finalement brisé. Le mari de ma fille qui la trompe 2 heures avant le mariage. Mon autre fille qui vit chez moi en exigeant de l'argent pour un spa. Mon gendre qui m'ordonne de lui apporter une bière, assis dans mon fauteuil, dans ma maison. J'ai refermé la porte derrière moi avec un léger clic. Il pensait que j'étais le même homme qui était parti ce matin. Il se trompait lourdement. Le sommeil était impossible. Je suis resté assis dans mon bureau après minuit, la clé USB de Camille sur le bureau à côté de mon ordinateur portable. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces photos. Le visage de Simon, confiant, pas coupable, pas confus, confiant. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché le tableau du budget du mariage. 60 000 € dépensés. Le domaine, le traiteur, le photographe, les fleurs, l'orchestre, tout ce qu'elle voulait, mais elle avait insisté sur une chose en particulier. Les cadeaux en espèces. Pas de liste de mariage, pas de grille-pain ou d'argenterie. Papa, nous prenons un nouveau départ. Nous avons besoin de flexibilité. L'argent liquide, c'est plus pratique. J'avais pensé qu'elle était mature, pragmatique. Maintenant, je me demandais ce que j'avais réellement payé. J'ai pris un bloc-notes et j'ai commencé à écrire des chiffres, des dates, des détails qui semblaient soudainement clocher. La liste des invités comptait 200 personnes, principalement mes associés commerciaux, mes amis, des personnes qui connaissaient Juliette depuis l'enfance. Chaque enveloppe à la réception. Je me suis souvenu de la table des cadeaux qui débordait. Juliette avait engagé quelqu'un spécifiquement pour les récupérer, les compter, les cataloguer. 40 000 € en espèces et en chèques. Elle m'avait annoncé le total la semaine après le mariage, riant de leur chance. Simon et moi sommes tellement bénis, papa. Tout le monde a été si généreux.
J'ai noté ce chiffre, je l'ai entouré. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Mon associé, Marc Chevalier, avait remis un chèque directement à Simon lors de la réception. Bienvenue dans la famille, mon garçon. Commence ta vie du bon pied. J'étais à côté d'eux. 14 000 €. Marc était riche, généreux avec les gens qu'il respectait. Simon avait mis ce chèque dans sa poche en souriant. Merci, monsieur. Nous n'oublierons pas, 54 000 € au total pour un seul mariage, pour un couple censé démarrer dans la vie. Pourquoi épouser Juliette dans ce cas? J'ai fixé cette question sur mon bloc-notes. Si Simon avait une autre femme, une femme portant une alliance, pourquoi aller au bout d'une cérémonie à 60 000 €? Pourquoi sourire sur ses photos? Pourquoi prononcer ses vœux? À moins que les vœux n'aient aucune importance. À moins que seul l'argent compte. Mon estomac s'est retourné. La nuit s'est étirée. J'ai préparé du café vers 3 heures du matin, je me suis tenu à la fenêtre de ma cuisine, regardant les collines sombres. Quelque part à Écully, Juliette dormait à côté de l'homme qui l'avait trahi quelques heures avant leur mariage. Ou peut-être qu'elle le savait. Peut-être qu'elle s'en moquait. Cette pensée était pire que la première. À 7 heures, j'ai pris une douche et je me suis habillé, tenue décontractée mais professionnelle, pantalon en toile, polo. J'ai quitté la maison avant que Chloé ne se réveille. Je ne voulais pas de questions. Je ne voulais pas voir Bastien affalé sur mon canapé. La banque ouvrait à 9 heures. J'ai conduit jusqu'à l'agence du centre-ville de Lyon où je gérais mes comptes professionnels. Un terrain professionnel, un terrain sûr. La directrice, Patricia Mercier, m'a accueilli dans son bureau. Nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Monsieur Laurent, qu'est-ce qui vous amène ce matin? Je voulais vérifier un chèque que j'ai fait. Un cadeau de mariage pour ma fille, 18 000 €. Je veux m'assurer qu'il a été encaissé correctement. Patricia l'a cherché sur son ordinateur. Laissez-moi voir. Oui, il est ici. Compte joint de Simon et Juliette Fournier. Le chèque a été compensé sans problème. Compte joint, ai-je dit avec désinvolture. Quand l'ont-ils ouvert? Patricia a fait défiler son écran. On dirait que c'était il y a 2 mois. Le 10 mai. 2 mois avant le mariage. Pas des années. Pas quand ils se sont fiancés. 2 mois. Ils ont dû aller vite dans les préparatifs du mariage, ai-je dit, en gardant une voix légère. Les jeunes d'aujourd'hui. Patricia a souri. Tout va si vite. Je l'ai remercié et je suis parti. Dans ma camionnette, je suis resté assis, le moteur tournant. Le 10 mai. Ils avaient ouvert un compte joint spécifiquement pour recevoir l'argent du mariage. Ils l'avaient planifié, coordonné. Ce n'était pas de la romance. C'était de la logistique. Je suis rentré à la maison dans la circulation de fin de matinée, le cerveau en ébullition. La maison semblait calme quand je me suis garé dans le garage. La voiture de Bastien était là. Une vieille Camry qu'il refusait d'entretenir. Il demandait toujours de l'argent pour la réparer. Je suis entré par la porte du garage menant à la cuisine. J'avais l'intention d'aller directement à mon bureau. Puis, j'ai entendu la voix de Chloé venant de l'étage. Ouais, papa a l'air méfiant ces derniers temps. Sa voix descendait du palier du 2e étage. Une conversation téléphonique. Le volume trop fort. Comme elle parlait toujours. Je ne sais pas différent, en quelque sorte. Mais ne t'inquiète pas, Serette. Bastien et moi, on peut faire durer ça encore 6 mois facile. D'ici là, il va craquer et nous acheter cet appart juste pour se débarrasser de nous. Je me suis figé dans le couloir. La voix de Juliette est passée par le haut-parleur du téléphone. Chloé avait mis le son à fond et elle riait. Parfait. J'ai encore 2 mois à jouer à l'épouse modèle. Ensuite, je demande le divorce. La moitié de ses cadeaux est légalement à moi. Simon a déjà accepté un partage 60/40. Ce sont les 40 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Ma main a trouvé le mur, je m'y suis appuyé pour me stabiliser. Chloé a ri. Et la petite copine de Simon ne connaît même pas le plan. C'est parfait. Papa est tellement occupé à être fier de ton mariage. Il ne voit rien.
Garde-le distrait, a dit Juliette. Fais-lui croire que tu as besoin de quelque chose de gros. Comme ça, quand je demanderai l'apport pour la maison, ça ne lui paraîtra pas excessif en comparaison. C'est déjà en cours. Je lui ai demandé une nouvelle voiture hier. Il avait l'air agacé. Mais il finira par céder. Il le fait toujours. J'ai reculé. Silencieux, prudent. Chaque pas mesuré jusqu'à ce que j'atteigne mon bureau. J'ai fermé la porte, je m'y suis adossé. Mes mains tremblaient. 2 filles, toutes les 2 menteuses, toutes les 2 en train de se servir de moi. L'une planifiant un divorce pour voler l'argent du mariage. L'autre squattant ma maison, jouant la montre jusqu'à ce que je l'achète pour qu'elle parte. Jouer à l'épouse modèle. Les 40 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. J'avais failli laisser faire ça. J'avais failli signer à Juliette ce chèque de 35 000 € pour l'apport de sa maison. Failli. Je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai tapé « Avocat droit immobilier et patrimoine, Lyon ». Le nom de maître Renaud Moreau est apparu en 3e position dans les résultats de recherche. 25 ans d'expérience, droit immobilier, succession, protection de patrimoine. Son cabinet avait un créneau demain matin à 9 h. J'ai pris rendez-vous. Puis je me suis reculé dans mon fauteuil et j'ai regardé la porte fermée de mon bureau. Derrière, Chloé était probablement toujours au téléphone. Bastien était probablement toujours planté sur mon canapé. Tous les 2 à l'aise, tous les 2 confiants. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Moi non plus. Pas exactement. Mais demain, je commencerai à le découvrir. Demain, je deviendrai autre chose qu'un portefeuille avec un battement de cœur. Le cabinet de maître Moreau se trouvait dans un immeuble de verre en plein centre-ville, au 23e étage. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance et je les ai passés dans le parking souterrain à organiser mon dossier une dernière fois. Le tableur du mariage. La clé USB de Camille. Mes notes de la nuit dernière. 3 pages de chronologie, de citations, de montants, de preuves. Le trajet en ascenseur m'a semblé plus long qu'il ne l'était. J'avais pris des décisions commerciales pendant 40 ans, négocié des contrats avec des fournisseurs, géré des conflits avec des employés, surmonté des crises économiques. Cela n'aurait pas dû me sembler différent, mais ça l'était. C'était ma famille, mes filles. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Non, pas ma famille. Plus maintenant. Elles avaient fait ce choix lorsqu'elles m'avaient transformé en une simple transaction. L'espace d'accueil était très professionnel. Bureau en verre, fauteuil en cuir, de l'art abstrait que je ne comprenais pas mais que je savais être cher. Une femme a levé les yeux de son ordinateur. Monsieur Laurent, maître Moreau est prêt à vous recevoir. Son bureau avait des bails vitrés surplombant Lyon, un bureau en acajou, des livres de droit tapissant un mur, des diplômes et certificats du barreau encadrés. Maître Renaud Moreau s'est levé quand je suis entré, la cinquantaine, les tempes grisonnantes, une poignée de main ferme. Monsieur Laurent, je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je vous offrir un café? Oui, noir. Il a versé le café d'une carafe posée sur la crédence, m'a tendu une tasse en céramique, et s'est installé derrière son bureau. J'ai examiné votre formulaire d'admission. Vous avez mentionné des questions immobilières et des affaires familiales. Dites-moi ce qui se passe. Commencez par ce qui a du sens pour vous. J'ai posé ma chemise cartonnée sur son bureau. Je l'ai ouverte méthodiquement. Il y a un mois, j'ai payé le mariage de ma fille, 60 000 €. Il y a 3 jours, la photographe m'a montré des photos de mon gendre avec une autre femme 2 heures avant la cérémonie. Hier, j'ai découvert le plan de ma fille. Le mariage était une arnaque pour récolter les cadeaux en espèces et se les partager. Le stylo de maître Moreau s'est arrêté au-dessus de son bloc-notes. Quand vous dites le plan, vous avez la preuve que votre fille et son mari avaient l'intention de divorcer dès le début? J'ai surpris ma plus jeune fille au téléphone avec sa sœur. Je cite, « Encore 2 mois et je demande le divorce. La moitié des cadeaux est légalement à moi. Simon a déjà accepté un partage 60/40e. » Ce sont les mots exacts de ma fille. J'ai fait glisser la clé USB sur son bureau. Les photos de la liaison sont ici. Métadonnées incluses. Horodatage, coordonnées GPS, tout. Moreau a inséré la clé dans son ordinateur, a cliqué sur les fichiers.
Son expression n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est légèrement contractée. Et votre plus jeune fille, Chloé? Elle vit dans ma maison depuis 4 ans. Son petit ami est avec elle. Pas de loyer, pas de bail, des demandes d'argent constantes. J'ai sorti mes notes manuscrites. Lors de l'appel téléphonique d'hier, elle a dit à Juliette qu'ils allaient faire durer ça encore 6 mois jusqu'à ce que je leur achète un appartement. Moreau a pris des notes, a entouré des détails précis, a souligné les 4 ans et pas de bail. Monsieur Laurent, en droit français, la situation est claire. Votre maison est votre propriété. S'il n'y a pas de contrat de location écrit, et vous avez indiqué qu'il n'y en a pas, ce sont ce qu'on appelle des occupants sans droit ni titre. Vous avez le droit d'entamer une procédure d'expulsion. Nous commencerons par une mise en demeure par huissier de quitter les lieux, généralement sous 30 jours, comme sommation de déguerpir. Et ma plus jeune fille, son petit ami, ils vivent là depuis 4 ans sans payer de loyer. Peuvent-ils contester cela? Pas avec succès. Sans bail, ce sont essentiellement des invités qui se sont incrustés. La loi protège les propriétaires contre ce type d'occupation. Le délai de 30 jours est la première étape formelle. S'ils refusent, nous saisirons le juge des contentieux de la protection pour ordonner l'expulsion. Étant donné l'absence de tout accord de location, les juges statuent généralement en votre faveur dans ces cas précis. Et pour le reste? J'ai levé les yeux vers lui. Mon patrimoine, mon entreprise. Je ne veux pas qu'elles obtiennent quoi que ce soit quand je ne serai plus là. Elles ont été claires. Je ne suis qu'une ressource financière pour elles. Moreau a fermé son dossier. En France, on ne peut pas totalement déshériter ses enfants à cause de la réserve héréditaire. Cependant, c'est là qu'un montage patrimonial solide, comme une SCI familiale couplée à un démembrement de propriété et des assurances-vie, devient précieux, agissant presque comme une fiducie. Nous transférons vos actifs aux maisons, parts d'entreprise, économies dans des structures juridiques gérées avec soin. Vous conservez le contrôle total et l'usufruit pendant votre vie, mais après votre décès, la répartition suit vos instructions pour réduire leur part au strict minimum légal. La fameuse réserve. C'est beaucoup plus difficile à contester qu'un simple testament. Plus difficile à contester, ai-je répété. Presque impossible si c'est structuré correctement. Un testament simple peut être contesté, les gens invoquent l'abus de faiblesse ou autre. Un montage juridique blindé, établi alors que vous êtes clairement sain d'esprit et que vous agissez librement, répond à une norme juridique totalement différente. Je me suis adossé à mon siège. Quand pouvons-nous commencer? Moreau a souri légèrement. La première véritable émotion qu'il montrait. Aujourd'hui. Je vais avoir besoin que vous signiez une convention d'honoraires. Mes frais pour ce travail, l'intervention de l'huissier, la révision testamentaire et la création complète de ce montage patrimonial s'élèveront à 8 000 €. Le travail sur les statuts seul coûte généralement 5 500 €. Mais vu la nature connectée de votre dossier, je peux vous proposer un forfait global. J'avais dépensé 60 000 € pour un faux mariage, et 40 000 € de plus avaient été empochés par ma fille et son complice de mari. Des dizaines de milliers d'autres au fil de ces 4 années pour entretenir Chloé et Bastien. C'est acceptable. Moreau a sorti des documents de son tiroir. Convention, grille tarifaire, calendrier, devis. Nous ferons rédiger les sommations de déguerpir pour vendredi matin. Un huissier les remettra ce week-end en main propre, il n'y aura donc aucune contestation sur la réception. Après la signification, le compte à rebours des 30 jours commence. Ils devront avoir quitté les lieux à cette date ou faire face à une expulsion ordonnée par le tribunal. Et pour la structuration de votre patrimoine, comptez 2 à 3 semaines pour les transferts d'actifs. Je travaillerai directement avec vos institutions financières. Nous aurons besoin de vos relevés de compte actuels, de vos titres de propriété, des documents relatifs à la propriété de votre entreprise. Mon assistante se coordonnera avec vous pour les détails. Il a fait glisser le contrat sur son bureau. Je l'ai lu attentivement. Des années dans les affaires m'avaient appris cela. Le champ d'application, les échéances, tout ce que Moreau avait promis, formalisé dans un jargon juridique. J'ai signé d'une main ferme. Moreau a contresigné, l'a daté et m'a remis des copies. Monsieur Laurent, je dois vous préciser que cela détruira très probablement votre relation avec vos filles de façon permanente. Une fois que l'huissier sera passé, une fois qu'elles découvriront le montage financier, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je le sais.
Et vous y êtes préparé. J'ai pensé au rire de Chloé au téléphone. À la cruauté désinvolte de Juliette jouant l'épouse modèle. Les 40 000 € les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Elles avaient détruit la relation elle-même. Je ne fais que prendre acte de la réalité. Moreau a hoché la tête. Alors nous sommes d'accord. Je vous appellerai vendredi matin quand les documents seront prêts avec l'huissier. Nous nous sommes serrés la main à nouveau. Plus longuement cette fois. Quelque chose est passé entre nous. Un respect professionnel, peut-être. De la compréhension. J'ai quitté son bureau avec des copies du contrat, du calendrier, du plan d'ingénierie patrimoniale, des documents juridiques qui signifiaient une chose simple, je reprenais ma vie en main. La descente en ascenseur a été plus rapide que la montée. La gravité jouait en ma faveur. Dans le parking souterrain, je me suis assis dans ma camionnette, les copies du contrat sur le siège passager. Procédure d'expulsion, résumé de la modification du testament, plan de transfert des actifs. Mon téléphone a vibré. Un texto de Juliette. Papa, tu as réfléchi pour l'apport? Nous avons vraiment besoin d'une réponse. La maison ne va pas nous attendre éternellement. J'ai regardé le message pendant un long moment. 35 000 € pour une maison dans laquelle elle vivrait 2 mois avant de demander le divorce. J'ai supprimé le texte sans répondre. Puis j'ai démarré le moteur et j'ai pris la direction de la maison. Chloé et Bastien seraient là, à l'aise et confiants, s'attendant à ce que rien ne change. Il leur restait 30 jours pour profiter de cette confiance. J'avais 30 jours pour me préparer à la guerre. Les enveloppes de l'huissier sont arrivées vendredi matin. Tampons officiels, papier lourd, adresse de l'étude. Je les ai posés sur mon bureau et je les ai regardés presque toute la journée. Le soir venu, j'étais prêt. J'entendais Chloé et Bastien dans le salon. La voix de Bastien portait, excité, animé, un autre projet, une autre demande. J'ai pris les enveloppes et j'ai avancé dans le couloir. Ils étaient sur le canapé, confortablement installés. Bastien gesticulait, Chloé hochait la tête. Ma télévision, mon canapé, mon salon. Les brasseries artisanales ont le vent en poupe en ce moment, disait Bastien. Le marché lyonnais est parfait. On aurait besoin d'environ 28 000 € pour démarrer. Ton père aurait un retour sur investissement d'ici 1 an. Facile. Chloé a ri. Il le fera. Il le fait toujours. Présente-lui ça comme un coup de pouce pour la famille et il fera le chèque. Je suis entré dans la pièce. Ils ont levé les yeux, souriant, ne se doutant de rien. J'ai posé les actes sur la table basse entre eux. Qu'est-ce que c'est? Chloé a pris le sien, perplexe. Papa, on était justement en train de parler de l'idée de brasserie de Bastien. Une sommation officielle de déguerpir par acte d'huissier. Vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. Les mots sont tombés comme des pierres dans une eau calme, l'onde de choc du silence se propageant autour de nous. Chloé a ouvert son enveloppe, a lu l'entête de l'huissier. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Bastien a attrapé le sien, l'a parcouru. T'as perdu la tête, le vieux? C'est chez nous ici. C'est ma maison. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme si on était des étrangers. Bastien s'est levé, s'est avancé vers moi, les poings serrés, le visage rougi. On est la famille. Les larmes de Chloé ont commencé à couler, pile au bon moment. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta fille. Comment peux-tu nous jeter à la rue? Je l'ai regardé calmement. Vous n'avez pas payé de loyer depuis 4 ans. Vous ne me respectez pas. Vous me voyez comme un portefeuille. Il est temps de grandir. C'est de la folie. Bastien s'est rapproché, envahissant mon espace personnel. Une vieille tactique d'intimidation. Tout le monde saura quel genre de père tu es. Mettre son propre gosse à la porte. La vie est légale. 30 jours. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons. Chloé a attrapé mon bras. Papa, s'il te plaît. On peut s'arranger. On va payer un loyer. On va. J'ai retiré sa main, doucement mais fermement, et je me suis tourné vers le couloir. Tu vas le regretter. La voix de Bastien m'a poursuivi. Tu vas le regretter. J'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée avec un clic audible.
Derrière moi, le chaos a éclaté. Les gémissements de Chloé, les cris de Bastien, les meubles qui raclent. Je me suis assis à mon bureau et j'ai écouté. Leur panique était une douce musique. 10 minutes ont passé. Les cris se sont transformés en chuchotements intenses. Puis, la voix de Chloé à nouveau. Plus aiguë. Un appel téléphonique. J'ai collé mon oreille à la porte. Point nous a filé des papiers d'expulsion par huissier. 30 jours. Pause. Juliette qui répondait. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il ajuste. Il était froid, comme si on était des étrangers. Longue pause. Il faut qu'on fasse quelque chose. La voix de Juliette a retenti à travers le haut-parleur. Calme, stratégique. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair. En mode planification. D'accord. Oui, demain. Amène Simon. On va régler ça. De nouveaux murmures. Puis la voix de Bastien, plus basse mais venimeuse. Il va le regretter. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur. Moreau m'avait envoyé des documents cet après-midi-là. La paperasse de la création du montage patrimonial, la stratégie de protection des actifs. Il croyait que tout ça ne concernait que la maison. Il n'avait aucune idée que j'étais en train de tout protéger. Mon téléphone a vibré. Un texto de Juliette. Papa, Chloé m'a appelé. Il faut qu'on parle. Je passe demain avec Simon. Ça va trop loin. Je l'ai lu 2 fois. Ils se regroupaient, se coordonnaient, s'apprêtaient à lancer leur contre-attaque. Qu'ils viennent. J'ai ouvert un calendrier et j'ai marqué la date. Jour 1 sur 30. Le chronomètre était lancé. Dans le salon, Chloé pleurait toujours. Bastien faisait les 100 pas. J'entendais ses pas. D'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. Ils avaient vécu ici pendant 4 ans sans contribuer d'un seul centime. 4 ans à traiter ma maison comme un hôtel. 4 ans d'exigence, de manque de respect et d'acquis. 30 jours pour continuer à profiter de ce privilège. J'ai regardé à nouveau les documents de succession de Moreau. 2 à 3 semaines pour la finalisation. Le timing serait serré, mais ça marcherait. Au moment où il réaliserait l'ampleur de ce que j'avais fait, il serait trop tard pour l'arrêter. Un autre texto de Juliette. On va arranger ça. Ne t'inquiète pas. Elle ne m'envoyait pas de texto à moi. Elle l'envoyait à Chloé. Mais Chloé avait dû lui montrer mon numéro aussi, car un 3e message est arrivé. Papa, je sais que tu es contrarié pour quelque chose. Discutons comme des adultes demain. Discuter comme des adultes. La femme qui prévoyait de divorcer de son mari dans 2 mois pour voler les cadeaux de mariage voulait discuter comme des adultes. J'ai éteint mon téléphone. Demain, ils viendraient avec leur pièce de théâtre. La fille inquiète, le gendre diplomate, les arguments raisonnés, la manipulation émotionnelle. J'avais déjà vu le film. Je savais comment il se terminait. Derrière la porte de mon bureau, la maison était enfin devenue silencieuse. Chloé et Bastien étaient probablement montés pour élaborer leur stratégie, ou pour pleurer, ou pour boire. Je me fichais de savoir lequel. J'ai ouvert un carnet et j'ai commencé à écrire, à documenter la soirée. Leurs réactions, leurs menaces, l'agressivité de Bastien, les larmes de Chloé, tout ce dont Moreau pourrait avoir besoin si cela finissait devant un tribunal. Le stylo glissait avec régularité sur la page. Factuel, détaillé, sans passion. Quelque part au cours de la 4e année de leur résidence, j'avais cessé d'être un père pour devenir un distributeur automatique. Maintenant, je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais un propriétaire exerçant ses droits légaux, et il me restait 29 jours pour me préparer à ce qui allait suivre. Samedi matin, je suis descendu pour trouver Chloé dans son peignoir, affalée sur le canapé. Papa. Sa voix était faible, théâtrale. Je n'arrive pas à me lever. Mon cœur bat trop vite. Le stress de cette expulsion. Je crois que tu devrais appeler un médecin. Bastien rôdait à proximité, les bras croisés, posture protectrice, tous deux guettant ma réaction. Je suis passé devant eux pour aller dans la cuisine. Il y a des médicaments dans le placard, ai-je dit sans m'arrêter.
Derrière moi, le silence. Puis, le souffle frustré de Chloé. J'ai versé mon café et je l'ai emporté dans mon bureau. J'ai fermé la porte. Dimanche après-midi, Bastien m'a trouvé dans le garage, bloquant l'encadrement de la porte avec son corps. Tu sais ce que les gens vont dire, hein? Ton agressif. Le visage trop près du mien. Que tu as mis ta propre fille dehors. Ta fille enceinte. Chloé n'était pas enceinte. Encore un mensonge. Tes associés, tes amis, ils sauront tous quel genre d'homme tu es vraiment. J'ai regardé ma montre. L'avis d'expulsion est légal. Il vous reste 26 jours. Maintenant, bouge. Il n'a pas bougé. Nous sommes restés là pendant 10 secondes. 20 secondes. Sa mâchoire se crispait, ses poings étaient serrés. Finalement, il s'est écarté. Je suis monté dans ma camionnette et j'ai conduit jusqu'à la quincaillerie. J'y suis resté 3 heures, à vérifier l'inventaire, à parler au gérant, à être n'importe où sauf à la maison. À mon retour ce soir-là, une enveloppe était posée sur le comptoir de ma cuisine. En tête manuscrit, proposition. Je l'ai ouverte. L'écriture de Bastien, une liste détaillée. Opportunité d'investissement, partenariat de brasserie artisanale. Capital initial requis, 45 000 euros. Conditions, Chloé et Bastien restent dans la résidence. Paie un loyer symbolique de 500 euros par mois. Remboursement de l'investissement sur 5 ans. 45 000 euros, au lieu des 28 000 euros qu'il avait mentionnés vendredi soir. Le désespoir gonflait les chiffres. J'ai tout lu. 2 pages. Des projections financières sorties de nulle part. Des promesses de rentabilité. Des garanties d'harmonie familiale. Tout en bas, cela résout tout. Nous restons, tu fais des bénéfices. La famille reste unie. Je l'ai plié, j'ai marché jusqu'au salon où ils étaient assis à attendre, et je la lui ai rendue. Non. Le visage de Chloé s'est décomposé. Papa, nous essayons de faire un compromis. Non, ai-je répété, et je suis retourné dans mon bureau avec mon dîner. À travers le mur, j'ai entendu leurs chuchotements frustrés, leurs accusations, leur incrédulité, le bruit de la vaisselle qu'on claque. Le lundi et le mardi se sont passés de la même façon. Chloé alternait entre les larmes et le silence. Bastien oscillait entre les menaces et le marchandage. J'ai maintenu ma routine. Travail, maison, bureau, repas en solitaire. Leur présence est devenue un bruit de fond. Mercredi soir, Juliette est arrivée. Elle avait appelé l'après-midi. Papa, on vient dîner ce soir. Simon et moi. Il faut qu'on parle en famille. Pas une demande, une annonce. Ils sont arrivés à 18 h. Juliette portait des sacs de course. C'est nous qui cuisinons ce soir. Tu travailles trop. Simon a souri. Poignée de main ferme. Bonjour Henri. J'espère que ça ne te dérange pas qu'on débarque comme ça. Juliette était inquiète. La famille doit se soutenir dans les moments difficiles. Ils ont pris le contrôle de ma cuisine. Juliette a coupé les légumes. Simon a mis la table. Chloé a émergé de l'étage. Maquillage parfait. Aucun signe de sa maladie. Bastien est apparu, fraîchement douché, jouant l'adulte raisonnable. Une intervention soigneusement mise en scène. Nous nous sommes assis pour le repas qu'ils avaient préparé. Poulet, riz, salade. Belle présentation. Juliette a versé le vin. Simon a fait la conversation sur son travail. Tout le monde a joué la normalité. Puis Juliette a changé de braquet. Papa, cette maison doit être beaucoup à gérer tout seul. Toutes ces pièces, l'entretien du jardin, les réparations. As-tu pensé à quelque chose de plus petit? Un bel appartement? J'ai coupé mon poulet. Mâché lentement. Simon a repris le fil. Le marché immobilier est très fort en ce moment. Les maisons dans les Monts d'Or se vendent vite. Tu pourrais en tirer un excellent prix. Aider à installer tout le monde confortablement. Ça y était. Juliette a touché le cadre photo sur la table d'appoint. L'a ajusté. Un geste territorial. On t'aiderait à déménager, bien sûr.
Et le produit de la vente. Ce serait bien de le partager en famille. Aider Chloé et Bastien à démarrer. Aider Simon et moi pour l'apport de notre maison. Tout le monde y gagne. La maison. Il voulait l'argent de la vente de la maison, pas l'héritage un jour. Tout de suite. La prise de conscience s'est mise en place avec une clarté parfaite. Papa, je dis juste que tu vieillis. Ne serait-ce pas plus facile d'avoir quelque chose de plus gérable? Moins de responsabilité. J'ai posé ma fourchette, j'ai regardé chacun d'eux. Juliette, Simon, Chloé, Bastien. 4 visages, 4 masques différents, un seul objectif. Je ne vends pas ma maison. Juliette a ri légèrement. Avec de l'agressivité en dessous. Papa, personne ne te met la pression. Nous sommes juste inquiets. Je me suis levé. Merci pour votre inquiétude. Je vais très bien. Bonne nuit. Le grincement de ma chaise, la marche jusqu'à mon bureau, la porte qui se ferme. Derrière moi, un silence choqué, puis des chuchotements urgents. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro du portable de Moreau. J'ai besoin de vous voir ce soir. C'est urgent. Je serai à votre cabinet dans 30 minutes. J'ai attendu d'entendre leur voiture partir. La Mercedes de Juliette, puis la Camry de Bastien qui suivait, se coordonnant, planifiant leurs prochains mouvements. J'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Le cabinet de Maître Moreau était éclairé. La fenêtre du 23e étage brillait dans la nuit. Il est venu m'accueillir dans le hall. Ils sont en train de coordonner leur stratégie pour s'emparer de mes biens, lui ai-je dit pendant que nous montions dans l'ascenseur. L'expulsion a déclenché quelque chose. Maintenant, ils veulent que je vende la maison et que je partage les bénéfices. Le dîner de ce soir était une mission de reconnaissance. Dans son bureau, Moreau a sorti de nouveaux documents. Alors nous accélérons la création de la SCI et du montage. Tout, la maison, l'entreprise, les économies, tout passe sous gestion de la structure. Vous gardez le contrôle total de votre vivant. Mais après votre décès, la répartition suivra vos instructions exactes pour les réduire à la portion congrue de la réserve légale. Ils ne pourront pas le contester. Ne pourront pas le manipuler. À quelle vitesse pouvons-nous agir? Je lance les démarches demain. Nous allons aussi modifier les bénéficiaires de vos assurances vie immédiatement. Retirez vos filles autant que la loi le permet. Ce sera un supplément pour finaliser ce montage d'urgence, mais cela vaut chaque centime. Faites-le. Il a affiché les formulaires sur son ordinateur. Les autorisations de changement de bénéficiaire. Les statuts de la société civile. J'ai tout signé. Les signatures électroniques ont été validées. 40 minutes plus tard, je suis parti avec des copies de tout. Le trajet de retour m'a semblé différent, plus léger, d'une certaine façon. Je suis arrivé près de minuit. La maison était sombre, à l'exception de la lampe du salon. À l'intérieur, Chloé et Bastien étaient allés se coucher. Des verres de vin vides sur ma table basse. Ils avaient probablement passé la soirée à comploter avec Juliette sur haut-parleur. Qu'ils complotent. J'avais des copies des statuts de la fiducie dans ma mallette. Moreau commencerait les transferts d'actifs dès demain. Dans 3 semaines, tout ce que j'avais construit serait protégé. Mon téléphone affichait 3 appels manqués. Juliette, aucun message. Elle savait que quelque chose avait changé ce soir. Peut-être avait-elle senti que la conversation du dîner en avait trop révélé. J'ai pensé à leur pièce de théâtre. Le numéro de diplomate de Simon. La suggestion de Juliette de vendre la maison. Tout le monde y gagne. Tout le monde, sauf moi. Ils avaient mal calculé. Ils pensaient que j'étais un vieil homme faible qu'ils pouvaient manipuler pour qu'il cède l'œuvre de sa vie. J'en avais fini d'être faible. 26 jours avant le départ de Chloé et Bastien. 3 semaines jusqu'à ce que le montage patrimonial soit finalisé. Ils avaient tout ce temps pour profiter de l'illusion d'avoir encore un moyen de pression. J'avais tout ce temps pour m'assurer qu'ils ne me manipuleraient plus jamais. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais fait signifier l'avis d'expulsion. Il restait 15 jours. J'ai mis la table de la salle à manger moi-même ce soir-là. 5 couverts. La belle porcelaine que je n'avais pas utilisée depuis que mes filles étaient enfants. Des serviettes en tissu,
des verres à eau. À ma place, j'ai posé une chemise cartonnée à l'envers. Le dossier contenait 8 photographies imprimées. Simon est une femme rousse, avec horodatage et géolocalisation. 2 heures avant son mariage avec ma fille. J'avais invité tout le monde, mes 2 filles, mes 2 gendres. Un dîner en famille, avais-je dit. Ils sont arrivés séparément, Juliette et Simon d'abord, avec 15 minutes d'avance. Je les ai entendus dans le salon, une conversation chuchotée avec Chloé et Bastien, se coordonnant, planifiant leur approche. Je les ai appelés à table. La tension était immédiate. Ils se sont assis, ont échangé des regards, ont attendu. J'ai servi du poulet rôti et des légumes. Un repas simple, rien de compliqué. Il ne s'agissait pas d'hospitalité. Nous avons mangé dans un silence quasi total pendant 10 minutes. Les fourchettes grattant les assiettes, les verres d'eau soulevés, le son d'une normalité forcée. Puis Juliette s'est lancée. « Papa, on a tous discuté. La situation avec Chloé, c'est stressant pour tout le monde. Peut-être qu'il est temps de penser à simplifier les choses avec la maison, l'entreprise. Ça fait beaucoup pour une seule personne. » Simon a hoché la tête, encourageant. « Henri, personne ne dit que tu n'es pas capable de gérer. On veut juste aider. Vendre au bon moment sur ce marché. On pourrait t'aider à tout organiser. Te faciliter la vie. » Chloé s'est penchée en avant, d'une voix douce. « Papa, on s'inquiète pour toi. Tout seul ici. Est-ce qu'un bel appartement ne serait pas mieux? Moins d'entretien, moins de stress. » J'ai posé ma fourchette, j'ai tendu la main vers la chemise cartonnée. « Avant que nous ne continuions, il y a quelque chose que vous devriez voir. » Juliette l'a prise. Méfiante. « Qu'est-ce que c'est? » J'ai pris une gorgée d'eau. « Des photographies de ton mariage. » Ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les clichés de Simon avec une femme rousse 2 heures avant la cérémonie, sur la terrasse du domaine. Le visage de Simon s'est vidé de son sang. Je ne. Ce n'est pas, Juliette a ouvert le dossier. J'ai regardé ses yeux parcourir la première image, puis la deuxième. Son expression s'est durcie comme de la pierre. Où as-tu eu ça? J'ai ignoré la question. J'ai aussi entendu une conversation téléphonique entre toi et Chloé. Laisse-moi citer, encore 2 mois et je demande le divorce. La moitié des cadeaux est légalement à moi. Simon a déjà accepté un partage 60/40. Ce sont tes mots exacts, Juliette. La main de Chloé a volé à sa bouche. Bastien s'est à demi levé. Tu nous as espionnés. Tu n'en avais pas le droit. J'ai levé une main, paume en avant. Stop. Bastien s'est rassis. J'ai créé un montage patrimonial avec une SCI. Ma maison, mon entreprise, mes économies, tout est désormais protégé. À mon décès, vous recevrez le minimum légal exigé par la loi française, la réserve héréditaire, et pas un centime de plus. Le reste ira à des œuvres caritatives. La voix de Juliette s'est élevée. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Je me suis levé, j'ai reculé ma chaise lentement, j'ai plié ma serviette à côté de mon assiette. Chloé et Bastien ont 15 jours pour trouver un nouveau logement. Cette conversation est terminée. Papa. Juliette s'est levée aussi. Tu détruis cette famille. Pourquoi? Un malentendu? J'ai fait une pause sur le seuil de la salle à manger. Je ne me suis pas retourné. Je ne détruis rien. Je protège ce que j'ai construit contre des gens qui m'ont vu comme une ressource, pas comme un père. J'ai marché dans le couloir jusqu'à mon bureau, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée. Derrière moi, les voix ont explosé. Juliette hurlant. Les protestations défensives de Simon. Chloé pleurant. Les jurons colériques de Bastien. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur. Un email de Maître Moreau envoyé il y a 1 heure. Document du montage patrimonial prêt pour signature finale. Pouvez-vous passer demain matin? J'ai répondu à 9 heures. Depuis la salle à manger, la dispute continuait. Juliette exigeait que je sorte. Bastien menaçait d'enfoncer la porte. Une menace en l'air. Les sanglots de Chloé résonnaient dans le couloir. Ils pouvaient se disputer toute la nuit.
Cela ne changerait rien. Les photos étaient sur la table. La vérité était dite. Le montage financier était presque terminé. 15 jours avant que Chloé et Bastien ne quittent ma maison. Quel que soit le temps qu'il faudrait pour que le mariage frauduleux de Juliette et Simon s'effondre de lui-même, j'avais passé 2 semaines à les regarder manipuler, comploter, se coordonner, à les regarder traiter ma maison comme leur terrain de jeu et mon portefeuille comme leur propriété. Maintenant, ils savaient que je les avais regardés faire. Et j'avais déjà gagné. Le cabinet de Maître Moreau à 9 h le lendemain matin. Jeanne Charpentier était déjà là, une spécialiste en planification successorale qu'il avait fait venir pour finaliser le montage juridique. Monsieur Laurent, elle m'a serré la main. La cinquantaine, professionnelle, efficace. Des papiers étaient étalés sur la table de conférence comme une forteresse légale. Tout est prêt pour votre signature. Je me suis assis et j'ai commencé à signer. Page après page, initiale ici, signature complète là, transfert de la résidence principale, des parts d'entreprise, des comptes bancaires, des portefeuilles d'investissement, le tout vers la structure de la SCI familiale et des contrats d'assurance vie. Cela transfère votre maison sous la gestion de la société, a expliqué Jeanne. À votre décès, la distribution suit ses instructions. La part minimale légale pour la famille immédiate. Le reste ira aux associations que vous avez sélectionnées. Et mes filles ne peuvent pas contester ça? Elles peuvent essayer. Sa voix était catégorique. Mais ces montages en démembrement de propriété et ces clauses bénéficiaires sont extrêmement difficiles à renverser. C'est la protection maximale de vos actifs. J'ai signé la dernière page. Fini. 40 ans de travail. Protégé. J'ai conduit jusqu'à la maison en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Les 13 jours suivants sont devenus une masterclass en guerre psychologique. Jour 2, j'ai trouvé ma cafetière fracassée sur le sol de la cuisine. Bastien était affalé à table. Le journal étalé devant lui. Oh, ça, a-il haussé les épaules. Elle m'a glissé des mains ce matin. Un accident est vite arrivé. J'ai balayé le verre sans faire de commentaires. 11 jours, ai-je dit en jetant les morceaux à la poubelle. Jour 4. J'ai entendu Chloé parler à Madame Perrin par-dessus la clôture du jardin. Notre voisine. J'ai regardé par la fenêtre. Chloé tamponnait ses yeux avec un mouchoir, des gestes dramatiques. Il nous met à la rue, sans nulle part où aller. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Madame Perrin avait l'air mal à l'aise. Je suis sûr que toi et ton père allez arranger les choses, ma chérie. Je ne sais pas. Il a changé. C'est comme s'il n'était plus la même personne. Je me suis détourné de la fenêtre. Laissez-la jouer la comédie pour les voisins. Ça ne changeait rien. Jour 7. Juliette est arrivée avec une femme portant un porte-bloc. Papa, voici le docteur Morel. C'est une psychologue. On s'est dit que ça pourrait t'aider de parler. Je suis resté debout, les bras croisés. Je n'ai donné mon accord pour aucune conversation. La femme a souri d'un air professionnel. Monsieur Laurent, votre fille s'inquiète de vos récents changements de comportement. Des décisions soudaines, le fait de couper les ponts avec votre famille. Ces éléments peuvent parfois indiquer des problèmes sous-jacents qui... Stop. J'ai regardé Juliette. Dehors, toutes les deux. Maintenant. Papa, elle essaie de t'aider. Si tu voulais bien écouter. C'est ma maison. Vous partez. Elles sont parties. Jour 10. Je suis rentré du magasin pour trouver la porte de mon bureau entr'ouverte. Je la fermais toujours complètement. Sur mon bureau, les documents du notaire étaient exactement là où je les avais laissés. Presque exactement. Le coin était plié différemment. Quelqu'un les avait feuilletés. Ce soir-là, Chloé était plus silencieuse que d'habitude. Bastien n'arrêtait pas de la regarder. Il savait maintenant. Vraiment su. Le montage était réel. L'argent s'était envolé. Jour 12. Chloé a frappé à la porte de mon bureau. L'après-midi. Bastien n'était pas avec elle. Papa, est-ce qu'on peut parler? Juste tous les deux. Je lui ai désigné la chaise. Elle s'est assise, un mouchoir déjà à la main, les yeux rouges.
J'ai réfléchi à tout ça. Tu avais raison au sujet de Bastien, sur la façon dont nous avons vécu. Il n'a pas une bonne influence sur moi. Je m'en rends compte maintenant. J'ai attendu. J'ai fait de terribles erreurs. Je te demande, je t'implore ton pardon. Une autre chance. Je peux changer. Je pourrais être la fille que tu mérites. La performance était parfaite. La voix tremblante, la posture vulnérable, penchée en avant. Toutes les techniques de manipulation de son arsenal. J'ai laissé le silence s'éterniser. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Si tu avais vraiment pris conscience de tes erreurs, Chloé, tu ne serais pas venue ici demander pardon comme on fait une transaction. Tu serais venue sans rien attendre en retour. Mais tu demandes la maison, de l'argent, que je change d'avis sur ma succession. Non, je veux juste. Tu veux que je croie que Bastien t'a corrompu, que tu es une victime. Mais je t'ai entendu au téléphone avec Juliette planifier tout ça. Vous riez, toutes les deux, de la façon de me manipuler. Son visage a changé. Les larmes se sont arrêtées. Sa voix s'est durcie. Bien. Très bien. Tu veux être seul? Sois seul. Mais ne t'attends pas à ce qu'on se soucie de ce qui t'arrivera. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas réagi. 8 jours, Chloé. Commence à faire tes cartons. Elle a tourné les talons et est sortie. La porte a claqué assez fort pour faire trembler l'encadrement. À travers le plafond, je l'ai entendu marteler le sol à l'étage. La voix de Bastien qui posait des questions. Puis la réponse furieuse de Chloé, les mots étouffés, mais le ton clair. Elle lui disait que ça n'avait pas marché, que je ne céderais pas, qu'il devait vraiment se trouver un appartement. La réalité avait fini par percer. J'ai ouvert mon calendrier. 8 jours avant la date limite de l'expulsion. Moreau avait déjà prévenu les forces de l'ordre au cas où ils refuseraient de partir de leur plein gré. Mon téléphone a affiché un texto de Juliette. J'espère que tu es content. Tu as détruit cette famille. Je l'ai supprimé sans répondre. Les documents juridiques reposaient dans le tiroir de mon bureau, signés, notariés, enregistrés. Chaque actif que j'avais passé 40 ans à construire était protégé. La maison était à moi. L'entreprise était en sécurité. Mon testament reflétait mes choix, pas leurs attentes. 8 jours de plus de leur présence. 8 jours de plus de guerre psychologique. Je ne ressentais plus rien. Ensuite, le silence, l'espace, la paix. Pour la première fois depuis 4 ans, je récupérais ma maison. Pour la première fois depuis des mois, je récupérais ma vie. Le 30e jour. Je me suis garé dans mon allée à 10 heures ce matin-là. La voiture de police est arrivée 30 secondes derrière moi. La voiture de Maître Moreau a suivi, accompagnée par l'huissier de justice. Nous avions coordonné cela. Officiel, légal, sans place pour la discussion. L'officier Martin est descendu de son véhicule. La quarantaine, expérimenté, professionnel. Nous nous étions parlé au téléphone 2 fois. Il connaissait la situation. Monsieur Laurent, il m'a serré la main. Allons-y. Moreau nous a rejoints, sa mallette à la main. Tout est en ordre. La sommation a été signifiée dans les règles de l'art. Les 30 jours se sont écoulés. Ils sont officiellement en violation de domicile maintenant. Nous avons marché jusqu'à ma porte d'entrée ensemble. Ma maison, ma propriété. Mais j'ai frappé quand même. 3 coups fermes. Silence. Puis la voix étouffée de Bastien. Allez-vous-en. Vous ne pouvez pas faire ça. L'officier Martin s'est avancé, la main posée sur son ceinturon. Monsieur, ici l'officier Martin de la police nationale. Je suis ici pour assister l'huissier dans l'exécution d'une ordonnance d'expulsion légale. Ouvrez la porte maintenant, ou je serai forcé de l'ouvrir moi-même. Cela deviendra alors une violation de domicile qualifiée. C'est votre choix. Une longue pause. Une dispute chuchotée à l'intérieur. Puis la porte s'est entr'ouverte. Le visage de Chloé est apparu. Les yeux rouges. Une expression de défi essayant de masquer la panique. Martin a poussé la porte plus grande. Il est entré professionnellement.
L'huissier, Moreau et moi avons suivi. Le salon ressemblait à une zone de guerre. Des vêtements éparpillés partout. Des boîtes à pizza empilées sur ma table basse. Des canettes de bière. Le chaos. Mais aucune boîte emballée. Rien n'était prêt. Vous n'aviez pas prévu de partir, n'est-ce pas? Martin a inspecté la pièce, prenant des notes. Très bien. Vous avez 2 heures pour rassembler vos effets personnels. Cela signifie vos vêtements, vos objets personnels. Pas de meubles, pas d'installation. Le chronomètre commence maintenant. 2 heures? La voix de Chloé était perchée. Nous ne pouvons pas, vous avez eu 30 jours, madame. 2 heures, c'est généreux. Bastien est apparu de la cuisine, mal rasé, en colère. C'est de la folie. Nous avons des droits. La voix de Moreau a tranché. Vous n'avez absolument aucun droit sur cette propriété. Pas de bail, pas de contrat de location, aucun titre de propriété. C'est le dernier jour. Bastien m'a regardé. Tu le fais vraiment. Ta propre fille. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Martin a regardé son téléphone. 2 heures, à partir de maintenant. Ce qui a suivi fut un chaos au ralenti. Chloé bourrait frénétiquement des vêtements dans des sacs poubelles, pleurant par intermittence. Bastien jetait des affaires dans un sac de sport avec des mouvements agressifs, marmonnant des jurons dans sa barbe. Après tout ce qu'on a fait pour lui, a dit Bastien assez fort pour que je l'entende. À vivre tout seul comme un rat dans cet immense endroit. La voix de Martin s'est durcie. Monsieur, c'est la propriété de Monsieur Laurent. Je vous suggère de vous concentrer sur vos bagages et de garder vos commentaires pour vous. Je suis resté dans l'encadrement de la porte. J'ai regardé, je n'ai pas aidé, je n'ai pas parlé. J'ai simplement été témoin du démantèlement de leur résidence non autorisée, pièce par pièce. Chloé a essayé de capter mon regard à plusieurs reprises. Le manuel de manipulation était toujours ouvert, mais j'avais mémorisé chaque page, je connaissais chaque ruse, je ne tombais dans aucun panneau. 2 heures plus tard, ils ont porté les derniers sacs jusqu'à leur voiture. Une vieille berline cabossée. Ils étaient déjà en difficulté financière. Arrivée à la voiture, Chloé s'est retournée. Une dernière tentative. Tu vas le regretter. Quand tu seras seul et que tu auras besoin d'aide, ne viens pas pleurer vers nous. J'ai croisé son regard, calme, certain. Je ne le ferai pas. Ils se sont éloignés, la voiture de Chloé disparaissant au bout de la rue, emportant avec eux leur présence, leurs exigences, leurs manipulations. Je suis resté sur le pas de ma porte. Ma maison, vraiment à moi, pour la première fois depuis 4 ans. L'huissier m'a tendu des documents. Ils sont officiellement partis. S'ils reviennent sans autorisation, appelez immédiatement la police. C'est une violation de domicile. Merci. Moreau m'a serré la main. Bien joué, Henri. La plupart des gens craquent avant d'en arriver là. Vous avez tenu bon. Après leur départ, j'ai traversé la maison lentement. Le salon où Bastien s'étalait. La cuisine où Chloé avait exigé de l'argent. L'étage, où ils avaient occupé la chambre d'amis comme une royauté permanente. Vide maintenant. Tout ça. À moi. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Juliette. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Oui. J'espère que tu es satisfait. Sa voix était de glace. Tu as détruit cette famille. Tout ce qu'on avait. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai regardé la photo de famille sur l'étagère. Une vieille photo, une époque différente, des gens différents. Je n'ai pas détruit la famille, Juliette. J'ai arrêté de la laisser me détruire. Silence. Puis sa voix s'est légèrement brisée. Tu as changé. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis la même personne. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas remarquer qu'on se servait de moi. On verra combien de temps tu tiendras tout seul. Tu auras besoin de nous, un jour. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. 3 jours plus tard, il a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Simon. Je l'ai lu, debout dans ma cuisine. Henri,
j'ai vu les photos. Je sais que tu sais. Écoute, Juliette était au courant de ma relation, aussi. Tout ce mariage était un arrangement. On va divorcer de toute façon. Je te demande de ne pas t'en mêler. Je peux faire en sorte que ça vaille le coup pour toi. 10 000 € pour laisser ça se dérouler discrètement. Je l'ai lu une fois, je l'ai supprimé, j'ai bloqué le numéro. Juliette était au courant de la liaison depuis le début. Le mariage tout entier était une arnaque des deux côtés. Ils l'avaient orchestré ensemble, avaient récolté l'argent, prévu de le partager, et maintenant Simon voulait me payer pour que je me taise. 10 000 € pour que leur divorce frauduleux se déroule sans encombre. J'ai regardé autour de mon salon, les meubles que j'avais choisis, le silence que j'avais mérité, l'espace que j'avais reconquis. Il y a 4 ans, j'avais ouvert ma porte à Chloé et Bastien. Temporairement. Je les avais laissés s'emparer de ma maison, de ma paix, de ma vie. J'avais payé un mariage qui était une transaction commerciale, fait des chèques qui finançaient des combines, cru que j'aidais ma famille alors que je finançais ma propre exploitation. Maintenant, la maison était vide, sauf moi. Chloé et Bastien étaient partis. Juliette avait coupé les ponts. Simon envoyait des pots de vin désespérés que je ne daignerais pas honorer d'une réponse. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le soleil se couchait sur les monts d'or, peignant la vallée de teintes dorées. Ma maison, ma vie, mes choix. Ils croyaient avoir gagné quand ils avaient emménagé. Quand ils avaient manipulé, quand ils avaient comploté. Ils s'étaient trompés. C'était moi qui avais gagné. Fin août. J'étais assis sur ma terrasse avec mon café du matin, regardant le soleil monter au-dessus de la région lyonnaise. L'air était déjà chaud. Mais là-haut, sur la colline, une brise le rendait supportable. Le calme. Complètement calme, à part les oiseaux et le bourdonnement lointain de la ville en contrebas. 3 semaines depuis l'expulsion. 3 semaines à vivre seul dans ma maison. Ma vraie maison, pas un bâtiment que je partageais avec des locataires rancuniers qui m'appelaient le papa. La cafetière fonctionnait. Bastien avait fracassé l'ancienne dans un accès de rage passive-agressive. Je l'avais remplacée le lendemain de leur départ. Une petite chose, mais qui comptait. Tout fonctionnait maintenant. La télécommande de la télévision restait là où je la mettais. Mon fauteuil dans le salon n'accueillait que moi. Le réfrigérateur contenait la nourriture que j'avais achetée, mangée à mon propre rythme sans que quelqu'un n'exige que je paie ses courses. Des choses simples. Des choses révolutionnaires. Chloé avait appelé 2 fois cette semaine. J'avais laissé les 2 appels aller sur la messagerie, j'avais supprimé les messages sans les écouter. Bastien et elle avaient trouvé un appartement bon marché en périphérie. Bastien travaillait dans un boulot normal. Il se débrouillait. Sans mon argent, sans ma maison. Bien. Juliette avait appelé une fois aussi, il y a 2 semaines, pour demander de l'argent. J'ai besoin d'aide pour l'apport d'un logement après le divorce. Juste 18 000 €. Tu es mon père. J'avais répondu par un seul mot. Non. Puis j'avais raccroché. Pas d'explication, pas de culpabilité, juste une frontière. Simon et elle avaient divorcé comme prévu. Le tribunal avait dû démêler la situation des cadeaux de mariage. Tous deux y avaient perdu de l'argent en frais d'avocat. L'ironie de la justice. Ils avaient comploté pour amasser de l'argent liquide, et avaient fini par le dépenser en frais de justice pour diviser ce qu'il en restait. Le facteur est arrivé en milieu de matinée. J'ai récupéré le courrier, je l'ai ramené sur la terrasse. Une enveloppe du cabinet de Maître Moreau. Du papier épais. Je l'ai ouverte avec mon coupe-papier. Les documents finaux de la SCI et de la transmission. Tous enregistrés, tous sécurisés. Monsieur Laurent commençait la lettre. Tous les documents juridiques ont été finalisés et enregistrés. Vos parts d'entreprise ont été transférées sous la gestion de la structure. Les instructions de répartition de la succession sont sécurisées. Vous conservez le contrôle total de votre vivant, avec une protection blindée par la suite. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise de côté. Terminé. La forteresse légale était construite. Le patrimoine était protégé. Ma vie m'appartenait à nouveau. Mon téléphone était sur la table, à côté de la méthode d'apprentissage de la guitare sur laquelle je travaillais. Mercredi, j'avais ma 3e leçon.
J'avais toujours voulu jouer. 40 ans à me dire un jour, quand j'aurai le temps. Il y avait le temps, maintenant. Vendredi, je serai bénévole au centre pour personnes âgées pour faire des réparations. Mon expertise en quincaillerie était utile, pour aider des gens qui en avaient besoin, qui l'appréciaient, qui ne l'exigeaient pas comme un droit acquis. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, puis je l'ai fait. Allô, Henri. Monsieur Laurent. Une voix de femme, familière. C'est Camille Thibault, la photographe du. Eh bien, du mariage de votre fille. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. J'ai pensé à vous, je me demandais comment les choses avaient tourné. Camille. La femme qui m'avait montré la vérité. Camille. Non, ça ne me dérange pas du tout. En fait, je suis heureux que vous ayez appelé. Du soulagement dans sa voix. Je n'étais pas sûr de devoir le faire. Ce jour-là dans mon studio, quand je vous ai montré ces photos. J'y ai repensé tellement de fois. J'espère avoir fait le bon choix. Vous l'avez fait. Absolument. Ces photos ont tout changé. Vous m'avez offert la vérité alors que tout le monde me nourrissait de mensonges. Et comment vont les choses maintenant, si ce n'est pas indiscret? J'ai regardé la vallée, la lumière du matin, la paix environnante. Les choses vont bien, Camille. Pour la première fois depuis très longtemps, des années peut-être, les choses vont vraiment bien. Je suis tellement heureuse de l'entendre. Vous méritez la paix. Je me suis surpris moi-même. Aimeriez-vous qu'on prenne un café un de ces jours? J'aimerais vous remercier comme il se doit, et honnêtement, ce serait juste agréable de discuter. Elle souriait. Je pouvais l'entendre. J'aimerais beaucoup. Que diriez-vous de la semaine prochaine? La semaine prochaine, c'est parfait. Après avoir raccroché, je suis resté sur la terrasse. Un café avec Camille la semaine prochaine. Une leçon de guitare mercredi. Une garde de bénévolat au centre vendredi. Une inspection de mes magasins jeudi. Une vie, une routine construite autour de ce que je voulais, et non de ce que les autres exigeaient. J'ai repensé au chemin parcouru. L'appel de la photographe qui a brisé mes illusions, l'épreuve, la conversation surprise, les consultations avec l'avocat, l'avis d'expulsion, le dîner de famille où j'avais tout déballé, les derniers jours de guerre psychologique, la police à ma porte. Chaque étape était nécessaire, chaque limite était essentielle. Mes filles pensaient que j'avais détruit la famille, que j'avais choisi la solitude plutôt que l'amour. Elles avaient tort. Je m'étais choisi moi, plutôt que leur version de l'amour qui ressemblait étrangement à du vol. J'avais choisi la paix plutôt que l'obligation. J'avais choisi la vérité plutôt que des mensonges confortables. Le soleil est monté plus haut, réchauffant la terrasse. J'ai fini mon café. À l'intérieur, la guitare m'attendait. Une vie m'attendait. Un avenir construit sur des fondations honnêtes, pas sur les sables mouvants de la manipulation. Chloé appellerait à nouveau. Je la laisserai tomber sur la messagerie à nouveau. Bastien enverrait peut-être un texto. Je le supprimerai. Juliette exigerait peut-être encore. Je refuserai. Ils apprenaient à résoudre leurs propres problèmes. Et moi, j'apprenais à les laisser faire. Les documents légaux reposaient sur mon bureau à l'intérieur. Chaque bien était protégé. Chaque décision était la mienne. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la rambarde de la terrasse. J'ai regardé les monts d'or. Ma maison, ma vue, ma paix. Seul, oui, mais libre. Et pour la première fois depuis des années, peut-être même pour la première fois de ma vie, c'était exactement ce que je voulais. Le prochain chapitre m'appartenait. Un café avec quelqu'un qui ne voulait rien d'autre qu'une conversation. De la musique jouée à la guitare pour mon propre plaisir. Des réparations faites parce que je choisissais d'aider, pas parce qu'on l'exigeait de moi. Une vie vécue selon mes propres termes. La justice n'était pas une vengeance. C'était une protection. C'était de poser des limites. C'était dire non quand non était la seule réponse saine. Je m'étais sauvé. Et ça valait tout l'or du monde.